Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer aux fondations de n'importe quel réseau. On va mettre en place un véritable pilote automatique capable de tout gérer, de la connexion d'un appareil jusqu'à sa navigation sur le web. C'est un peu la question de base, non? On branche un appareil et hop, ça marche. Mais comment? Derrière cette simplicité, il y a en fait deux services essentiels qu'on va construire ensemble de A à Z. Alors voilà notre plan de vol. D'abord, on va poser les bases, comprendre à quoi servent ces services. Ensuite, on passe à la construction. D'abord le DHCP, puis le DNS. Et pour finir, on mettra tout ça en route pour vérifier que ça fonctionne parfaitement. C'est parti? Ok, rentrons dans le vif du sujet. Avant de commencer à taper des lignes de commande, c'est super important de comprendre le pourquoi. Pourquoi est-ce que ces deux services sont absolument fondamentaux? Le DHCP, il faut l'imaginer comme le concierge du réseau. Dès qu'un nouvel appareil se pointe, le DHCP lui dit « Salut toi, tiens, voilà ton adresse IP, la porte de sortie vers Internet c'est par là, et si tu cherches quelqu'un, voilà l'annuaire. » Tout ça de manière complètement automatique. Et le DNS, lui, c'est l'immense annuaire d'Internet. Sans lui, pour aller sur un site web, il faudrait retenir des suites de chiffres compliqués. Le DNS, c'est tout simplement notre traducteur. Il transforme un nom simple à retenir en une adresse que les machines peuvent comprendre. Voilà comment on peut les différencier. Le DHCP, il donne une identité. Il répond à la question « Qui es-tu » sur ce réseau. Le DNS, lui, il donne une direction. Il répond à « Où se trouve ce site ». Les deux sont inséparables, ce sont vraiment les deux piliers de la communication réseau. Bon, assez de théorie, on passe à la pratique. On va maintenant mettre les mains dans le cambouis et configurer notre tout premier service, le serveur DHCP. Le processus est en fait assez direct, il se fait en 4 étapes bien logiques. On installe le programme, on donne une adresse fixe à notre serveur, on lui explique quelles adresses il peut distribuer, et enfin, on lance la machine. La toute première chose à faire, sans grande surprise, c'est d'installer le logiciel. Sur des systèmes comme Rocky Linux ou CentOS, une petite commande yum install et c'est réglé, le paquet DHCP Server est prêt à être utilisé. Alors là, on est dans le cœur du réacteur de notre service DHCP. Chaque ligne a son importance. Le bloc subnet définit notre réseau local. Juste dedans, la ligne range est cruciale. C'est la plage d'adresse IP que notre serveur a le droit de distribuer. Et les autres options, comme routers ou domain name servers, ce sont les informations qu'on va donner à chaque appareil pour qu'il sache comment aller sur Internet et où trouver notre futur annuaire DNS. Une fois la configuration bien en place, on termine avec ces commandes. D'abord, on redémarre le service pour qu'il prenne en compte nos changements. Ensuite, on l'active pour qu'il se lance tout seul au démarrage du serveur. Et enfin, étape indispensable, on ouvre le pare-feu pour laisser passer les requêtes des clients. Le premier pilier est posé. Maintenant que nos appareils peuvent avoir une identité, il faut les aider à se repérer. C'est le moment de construire notre annuaire réseau, le serveur DNS. Pour le DNS, la configuration est un peu plus fine, comme on peut le voir sur cette feuille de route. Mais pas de panique, on va suivre chaque étape pas à pas pour que tout soit bien clair. Comme pour le DHCP, on commence par installer le logiciel. Le grand standard pour le DNS sous Linux, ça s'appelle bind. Une petite commande dnf install bind et on est paré pour la suite. Ce fichier, c'est un peu la tour de contrôle du DNS. La ligne listen on, elle dit au service sur quelles adresses IP il doit écouter. Allow query, c'est la liste des invités qui a le droit de poser des questions. Et puis, on déclare nos deux annuaires, la zone directe pour traduire un nom en IP et la zone inverse qui fera l'opération inverse. Jetons un œil dans notre premier annuaire, la zone directe. L'enregistrement de type A pour adresse, c'est vraiment la base du système. C'est l'équivalent d'une ligne dans un carnet d'adresses. On met un nom, par exemple serveur web, et on lui associe son adresse IP. C'est ça la fonction première de notre DNS. Et de l'autre côté, on a la recherche inversée. L'enregistrement PTR fait le chemin inverse. Il prend une adresse IP et nous donne le nom qui lui correspond. C'est super important pour la sécurité et pour pas mal de services, comme les serveurs mail, qui s'en servent pour vérifier l'identité de l'expéditeur. On y est presque. Toute la configuration est prête. Il ne reste plus qu'à assembler les derniers morceaux, à lancer les services et bien sûr à vérifier que tout notre travail a payé. Voici la séquence de lancement finale. On démarre le service, on s'assure qu'il se relancera tout seul, puis on ouvre le port 53 dans le pare-feu, qui est le canal officiel du DNS, et pour finir, une étape de sécurité super importante, on s'assure que les fichiers de zone ne peuvent être lus que par l'utilisateur du service named. C'est une question d'intégrité. Et voilà, l'heure de vérité a sonné. On lance la commande nslookup pour poser une question à notre propre serveur DNS.
Quand on voit cette réponse, qui nous montre que notre serveur a bien trouvé l'adresse IP correspondant au nom, c'est gagné. Ça veut dire que notre annuaire est en ligne et parfaitement fonctionnel. C'est toujours une petite victoire. Voilà, on a posé des fondations solides pour un réseau intelligent et autonome. À partir de là, les possibilités sont quasi infinies. La vraie question maintenant, c'est quelle sera la prochaine étape? Merci d'avoir suivi cette explication et à très bientôt.